Il existe une plante qui pousse si vite qu'on peut la voir bouger. Le record Guinness de la plante la plus rapide appartient au bambou. 91 cm en une seule journée, soit environ 35 pouces. Presque 4 cm par heure, plus d'1 pouce. Marque la tige au crayon, va déjeuner, et au retour, la marque a bougé. Une pousse de mauseau sort de terre et en une seule saison, 3 ou 4 mois, monte jusqu'à 28 mètres de haut, plus de 90 pieds. Et maintenant, le plus étrange, cette tige ne grossira jamais. Contrairement à un arbre, elle sort du sol à son diamètre définitif. Ensuite, elle ne fait que s'étirer et durcir. La plus grande espèce, le Dendrocalamus cynicus, atteint 46 mètres, 150 pieds. Et techniquement, ce n'est pas un arbre, c'est de l'herbe. La plus grande herbe du monde. Avec cette herbe, on fabrique des milliards de paires de baguettes par an. Des parquets plus durs que le chêne, du papier et des échafaudages qui enveloppent des gratte-ciel. Tu entendras aussi qu'il est plus résistant que l'acier. Cette phrase est une demi-vérité, et la moitié qui manque est la partie intéressante. Commençons par le haut, sur la montagne, là où on coupe encore à la machette. Les grandes plantations ne sont presque jamais en terrain plat. Elles sont accrochées à des versants où aucune machine ne passe. Le sol cède, la pente dépasse 30 degrés et, entre deux tiges, un homme ne passe parfois même pas de profil. Alors le bambou se coupe toujours à la main. Et le travail, ce n'est pas de couper, c'est de choisir. Et voilà le problème. Comme la tige ne change jamais d'épaisseur, impossible de lire son âge à l'œil. Une tige de 2 ans et une de 6 ans sont identiques. Et cela change tout. La jeune est encore gorgée d'eau et de sucre, elle fend en séchant. La mûre a des parois lignifiées, dures. Dans les plantations sérieuses, chaque pouce est marqué à la peinture selon son année, et le coupeur lit les couleurs. On descend celle de 4 à 6 ans toujours au-dessus d'un nœud pour que la souche ne se remplisse pas d'eau et ne pourrisse pas. Le reste demeure debout. La racine est unique et continue de nourrir tout le monde. Ensuite, la partie brute. Lier les tiges en fagots, les descendre à l'épaule, à dos de mulet ou sur des câbles tendus vers le bas. Il existe dans le monde environ 35 millions d'hectares de bambou, 86 millions d'acres et plus de 1400 espèces. Et presque tout ce volume démarre ainsi. Un homme, une machette et une pente. En bas, à la station de traitement, le bambou cesse d'être une plante et devient une matière première avec un numéro. On le trie par diamètre et surtout par épaisseur de paroi. Épaisse pour le parquet ou la structure, mince pour la pâte. Mais avant toute machine, un problème a dévoré des usines entières. Le bambou est bourré d'amidon et de sucre. Pour un capricorne foreur, ce n'est pas du bois, c'est un repas servi. Un lot non traité sort de l'entrepôt réduit en poussière. Les tiges sont donc lavées pour évacuer la sève, plongées dans du borax et de l'acide borique, et beaucoup passent à la vapeur sous pression entre 150 et 160 degrés Celsius, environ 320 Fahrenheit, une demi-heure. Cela caramélise les sucres et retire le menu à l'insecte. Enfin, fourre pendant plusieurs jours, jusqu'à ramener l'humidité entre 8 et 12%. C'est seulement là que la vraie production commence. Et la plus grosse ligne de la planète est la plus humble, les baguettes jetables. La Chine seule en fabrique et en jette environ 45 milliards de paires par an et en exporte 15 milliards de plus. La tige est fendue en latte, coupée à la longueur exacte, une machine polit les pointes, on désinfecte et on emballe. Un objet qui vit 12 minutes sur une table, fabriqué avec une logistique de milliards d'unités. Avec la même canne, dans des moules en acier sous pression, sortent des cuillères, des fourchettes, des pailles et des manches de brosse à dents. Pas de vernis synthétique, on scelle aux huiles végétales parce que ça touchera de la nourriture.
Eh oui, une paille en bambou disparaît en quelques semaines, une paille en plastique dure infiniment plus longtemps, même si ces 400 ans sont des estimations, pas des mesures. Mais le vrai procédé lourd est ailleurs. Il s'appelle bambou tissé en brin. Et là, cette plante cesse de ressembler à une plante. Les tiges ne sont pas débitées en planches, on les broie jusqu'à les faire éclater en longs brins d'étoupe. Ces brins sont imprégnés de résine, puis chargés dans une presse de 2000 à 3000 tonnes à environ 140 degrés Celsius, près de 285 Fahrenheit. Il en sort un bloc compact, tranché ensuite en lames. Densité finale, entre 1050 et 1200 kg par mètre cube, environ 70 livres par pied cube. Plus lourd que l'eau. Sur l'échelle Janka, qui mesure ce qu'une surface encaisse avant de se marquer, il tourne autour de 3000 livres, contre 1300 pour le chêne rouge. Plus du double. Une herbe coupée à la machette là-haut finit en sol d'aéroport. Une précision. Le tissu de bambou vendu comme fibre naturelle ne sort pas de cette ligne, mais d'un procédé chimique de viscose à la soude caustique et au disulfure de carbone. De la plante d'origine, il ne reste presque rien. Reste la fibre. Pour le papier, le bambou a un avantage concret. Ses fibres mesurent entre 1,5 mm et 2 mm. Celles des feuillus tournent autour d'1 mm, celles du pin atteignent 3. Il tombe pile au milieu. Il s'imprime lisse comme l'eucalyptus et résiste à la déchirure presque comme le résineux. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui l'une des grandes matières premières non ligneuses de la planète. En Chine, environ 3/4 de la pâte qui ne vient pas des arbres est du bambou. Et le pays en produit plus de 2 millions de tonnes par an. Le procédé relève de l'industrie lourde. La tige est déchiquetée, les copeaux cuits sous pression avec des produits chimiques, jusqu'à séparer la cellulose de la lignine. Puis la pâte est lavée, pressée et séchée dans une machine de plusieurs dizaines de mètres. Mais le chiffre qui fait tourner l'argent n'est pas dans l'usine. Il est au champ. Quand tu coupes une tige de bambou, tu ne tues rien. Le rhizome, ce réseau de racines sous terre, reste vivant et relance des pousses tout seul la saison suivante. Pas de replantation, pas de décennies d'attente, une plantation bien conduite livre une récolte tous les 4 ou 5 ans sur le même bout de terre. C'est pourquoi les usines de pâte se construisent à côté de la bambouseraie. La matière première descend la pente chaque année sans que personne ne ressème. Et nous arrivons à la question de l'acier. Sur les échafaudages de Hong Kong, le bambou a été ligaturé pendant des décennies sans un seul boulon. Deux calibres, le Cao Juai de 40 à 50 mm, 2 pouces pour les croisillons, et le Mao Juai de 75 mm, 3 pouces pour les montants qui reprennent la charge. Le tout attaché à la main avec des liens plastiques en grimpant sur la structure jusqu'à emballer des immeubles entiers. Alors, plus résistant que l'acier ? En traction, les meilleures espèces atteignent environ 400 mégapascales, près de 60 000 livres par pouce carré, contre 250 pour l'acier doux. Donc oui, au kilo, le bambou gagne, et largement. Il pèse environ 8 fois moins. Mais ces 400 mégapascales, c'est une lamelle de fibre parfaite de laboratoire, pas une tige entière. À section égale, face à l'acier à haute résistance des chantiers, il n'offre qu'environ 1/30 de la capacité. Traduction, 30 fois plus de matière pour le même travail. Et en plus, il est creux, il fend dans le sens de la fibre. Et son vrai point faible n'est pas la tige, mais l'assemblage. Là où aucune vis ne tient. C'est pourquoi Hong Kong recule. Depuis mars 2025, au moins la moitié des nouveaux chantiers publics doit utiliser l'échafaudage métallique. Et le basculement se fait par étapes. La raison ? 23 ouvriers tués sur des échafaudages en bambou depuis 2018. Et un matériau qui se dégrade et qui brûle.
Alors, la prochaine fois que tu marcheras sur un parquet en bambou, souviens-toi, c'est une herbe qui pousse de 4 cm par heure sur un versant et qu'un homme à la machette a jugée bonne. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêts disparaissent. Et le paradoxe, c'est que la majeure partie de ce bois ne devient jamais planche. Il se fissure, pourrit, se brise, finit au rebut. Mais si je vous disais qu'il existe un matériau plus résistant que le bois massif, créé littéralement à partir de ces débris, et capable de supporter le poids d'une voiture? Cela ressemble à du chaos, mais à l'intérieur règne une logique d'ingénierie implacable. Pourquoi ce matériau soutient-il des maisons, défie-t-il l'humidité et révolutionne-t-il toute l'industrie de la construction? Et surtout, quel secret critique cache sa fabrication, dont presque personne ne parle? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce qui changera à jamais votre vision du bois. Commençons par les bases. Pourquoi inventer quoi que ce soit quand on a du bois normal? Le problème, c'est que le bois naturel est un matériau capricieux. Il se dilate et se contracte selon l'humidité. Il se fissure en séchant. Il pourrit au contact de l'eau. Il contient des nœuds, qui sont autant de points faibles. Les fibres vont dans une seule direction, ce qui rend la planche solide dans le sens du fil, mais facile à casser en travers. Et puis, il faut bien 70 à 100 ans pour faire pousser un grand arbre, l'abattre, le sécher, le débiter. Tout cela prend du temps et coûte cher. D'où cette idée. Et si l'on prenait de petits morceaux de bois, qu'on les disposait d'une manière particulière et qu'on les collait sous pression et à température élevée? On obtient un matériau sans les défauts du bois naturel, mais avec tous ses avantages. Qui plus est, on peut utiliser les déchets de scierie, les essences à croissance rapide, voire les branches et le bois de faible diamètre qu'on brûlait autrefois ou laissait pourrir en forêt. Le panneau de lamelles orienté, c'est l'une des inventions les plus remarquables dans la transformation du bois. Visuellement, il évoque le chaos. Des milliers de longs copeaux minces dispersés dans toutes les directions et collés ensemble. Mais ce chaos est soigneusement organisé. Les copeaux sont disposés par couches et dans chaque couche, ils sont orientés dans une direction précise. Les couches extérieures présentent des copeaux qui suivent le sens longitudinal du panneau. Les couches intermédiaires vont en travers. C'est comme la fibre naturelle du bois, mais dans toutes les directions à la fois. La fabrication de ces panneaux commence avec des grumes, des troncs d'arbres, généralement des essences à croissance rapide, comme le pin ou le peuplier. Les grumes sont écorcées, puis acheminées vers des machines spéciales appelées stranders. Ces machines rabotent littéralement le bois, en longs copeaux fins de 7 à 15 cm de long, environ 2,5 cm de large et moins d'1 mm d'épaisseur. On obtient ainsi de longues lamelles qui ressemblent à de grands flocons de céréales. Les copeaux frais contiennent beaucoup d'humidité, jusqu'à 50% d'eau en poids. Ils ne conviennent pas pour le collage, c'est pourquoi ils sont envoyés dans un séchoir, un immense tambour ou un convoyeur, où les copeaux sont soufflés à l'air chaud. L'humidité descend à 2,5%. Il est important de ne pas trop sécher, car des copeaux trop secs deviennent cassants et se collent mal. Vient ensuite le mélange avec la colle. On utilise des résines synthétiques spéciales, le plus souvent phénolformaldéhyde ou mélamine formaldéhyde. Cela peut sembler inquiétant, mais après polymérisation, ces substances deviennent inertes et sans danger. La résine représente environ 3 à 5% du poids des copeaux. La colle est pulvérisée sur les copeaux en fine brume dans d'immenses malaxeurs, où tout est intensément brassé pour que chaque copeau soit recouvert d'une couche uniforme.
Vient maintenant le moment le plus intéressant, la formation du tapis. Les copeaux encollés sont acheminés sur un convoyeur à travers des orienteurs spéciaux, des dispositifs qui alignent les copeaux dans la direction souhaitée. D'abord, on dispose la couche inférieure avec les copeaux dans le sens de la longueur, puis la couche centrale avec les copeaux transversaux, puis la couche supérieure à nouveau dans le sens de la longueur. On obtient un tapis moelleux d'environ 20 cm d'épaisseur, qui ne ressemble pas encore du tout à un panneau dense. Ce tapis passe ensuite dans une prépresse, qui le comprime légèrement et évacue l'air excédentaire. Et puis vient l'événement principal, la presse à chaud. C'est une machine colossale, dotée de 2 plateaux métalliques. Le tapis passe entre ces plaques et on le comprime avec une force colossale. Sous cette pression et cette température, une transformation s'opère. L'épaisseur diminue de 5 à 6 fois. Les copeaux se compressent si étroitement qu'il ne reste presque plus d'air entre eux. La colle se ramollit, s'infiltre dans toutes les fissures, enrobe chaque copeau. Et surtout, une réaction chimique de polymérisation commence. Les molécules de résine se lient en longues chaînes, créant de solides liaisons entre les copeaux. Tout le processus de pressage prend de 3 à 5 minutes. Pendant ce temps, la température à l'intérieur du panneau atteint environ 300 degrés. La colle polymérise complètement et les copeaux se soudent définitivement en une structure monolithique. Lorsque la presse s'ouvre, il en sort un panneau brûlant. Mais ce n'est pas terminé. Le panneau brûlant doit être refroidi, sinon il risque de se déformer. On l'empile pendant plusieurs heures ou on le soumet à un flux d'air dans des refroidisseurs spéciaux. Ensuite, on découpe les bords, toujours irréguliers. On ponce la surface si nécessaire et on débite en panneau standard que vous trouvez en magasin. Quel est le résultat? Un panneau qui n'a pas de sens du fil, car les copeaux sont orientés dans toutes les directions. Il est aussi résistant dans la longueur que dans la largeur. Il ne se fissure pas et ne se délamine pas comme une planche ordinaire. Il ne se voile pas à l'humidité, car les tensions internes sont réparties uniformément. Et tout cela en valorisant des bois de faible diamètre et des déchets qui n'auraient jamais donné une planche de qualité. Une dalle de 2 cm d'épaisseur peut supporter une charge de près de 10 000 kg par mètre carré sans fléchir. Cela signifie qu'on pourrait y garer une voiture et elle tiendrait bon. C'est précisément pour cette raison que ces dalles servent au revêtement des maisons à ossature, des planchers, des toitures. Elles maintiennent toute la structure. Passons maintenant au contreplaqué, la grande sœur des bois composites. La technologie du contreplaqué existe depuis plus d'1 siècle, mais elle ne cesse d'évoluer. Le principe fondamental, de fines feuilles de bois, des plaquages, sont collées de manière à ce que les fibres de chaque couche successive soient perpendiculaires à la précédente. La fabrication du contreplaqué commence par des grumes de haute qualité, bouleau, pin, aulne. Les grumes sont nettoyées, puis étuvées dans l'eau chaude ou à la vapeur pendant plusieurs heures. Cette opération assouplit le bois et le rend malléable. Ensuite, la bille est placée sur une machine spéciale, une dérouleuse, qui fait tourner le tronc, tandis qu'un couteau découpe une feuille continue de plaquage d'1 à 3 mm d'épaisseur. Cette bande est découpée en feuilles de la taille souhaitée, puis séchée dans des séchoirs spéciaux à une température d'environ 300 degrés pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'humidité descende à 6-8%. Les feuilles de plaquage sont ensuite triées selon leur qualité. Les meilleures, sans nœuds ni fissures, sont destinées aux couches extérieures, où elles seront visibles. Les moins bonnes, présentant de légers défauts, serviront aux couches intérieures. Chaque feuille est enduite de colle, généralement une résine urée-formaldéhyde pour les travaux d'intérieur, ou phénol-formaldéhyde pour le contreplaqué résistant à l'humidité. Les feuilles sont empilées les unes sur les autres, perpendiculairement.
Si les fibres de la première feuille sont verticales, celles de la deuxième seront horizontales, puis à nouveau verticales pour la troisième. Le contreplaqué compte généralement 5, 7 ou 9 couches, toujours un nombre impair, afin que la structure soit symétrique et ne se déforme pas. Et ensuite, tout se passe comme pour le panneau. Sur une seule plantation au sud des Philippines, 26 000 hectares de terre rouge donnent 700 000 tonnes d'ananas par an, soit près de 2 000 tonnes par jour, de quoi remplir plus d'1 milliard de boîtes et nourrir la moitié de l'Europe en dessert pendant 1 an. Et tout commence par une plante qui met 18 mois à donner son premier fruit. Aujourd'hui, on entre dans la plus grande usine d'ananas au monde, à Bukidnon, et on regarde comment Del Monte transforme la jungle en rivière dorée de conserve. Tu vas voir des moissonneuses à bras de 19 mètres, des machines qui pèlent 100 ananas par minute, des autoclaves gros comme un camion, et une armée de 24 000 ouvriers entre les rangs, jour et nuit. Commençons par la terre. La plantation Del Monte de Bukidnon couvre 26 000 hectares, soit plus de 36 000 terrains de football. Elle se trouve à 700 mètres d'altitude, sur des sols volcaniques profonds et surtout hors de la ceinture des typhons. C'est pour ça qu'ici, l'ananas pousse toute l'année sans risque d'être détruit. Sur chaque hectare, on plante 74 000 pieds, en rangées doubles séparées par des allées étroites où une personne tient à peine. Les plantes ne naissent pas de graines. Elles naissent de la couronne verte d'un autre ananas, coupé à la main et enterré légèrement incliné. À partir de ce moment, il faut attendre 18 mois pour le premier fruit. Chaque plante vivra environ 3 ans et ne donnera que 2 ananas en tout. Donc, un seul fruit, c'est 1 an et demi d'irrigation, de fertilisation et de surveillance par des milliers d'ouvriers agricoles. Quand vient la récolte, le spectacle change. Dans les champs avancent d'étranges machines qui ressemblent à des avions sans ailes. Ce sont les moissonneuses Del Monte, des camions avec un bras articulé jusqu'à 19 mètres, qu'on appelle des booms. Sur ce bras défile un tapis éclairé par des projecteurs, car la récolte ne s'arrête pas la nuit. Derrière le bras marchent les cueilleurs, avec gants épais, manches longues et genouillères pour se protéger des feuilles, qui coupent comme des lames. Chacun couvre 2 rangées à la fois. D'un geste sec, ils arrachent l'ananas mûr, retirent la couronne et le jettent sur le tapis. Le tapis emporte le fruit vers d'énormes conteneurs sur camion, de 7 tonnes chacun. Dès qu'un camion est plein, un autre prend sa place. Les équipes parcourent des kilomètres par jour. Et en moins de 24 heures, cet ananas qui poussait au soleil attend déjà son tour à l'entrée de l'usine. L'usine est à Bugo, un quartier industriel de Cagayan de Oro, à 1 heure de camion de la plantation. La première chose qu'on voit à l'entrée, ce sont des montagnes d'ananas frais déversés en vrac sur de larges tapis d'acier. Les fruits tombent dans de longs bassins d'eau froide, où des milliers de gels et laves et emportent terre, feuilles et restes d'insectes. De là, ils passent par des rouleaux rotatifs qui les sèchent et les alignent. Puis ils entrent dans les calibreuses, des machines avec des anneaux de diamètre différents qui laissent tomber chaque ananas par l'ouverture de sa taille. Les plus gros vont à la ligne de tranche, les moyens en morceaux et en dés. Les petits ou déformés filent vers le jus concentré et la purée. Ici, rien ne se perd. Chaque minute, plus de 3000 ananas passent par les tapis de calibrage, tous dans la même direction, comme une rivière jaune et verte qui rugit sous les lumières blanches du hall.
Et c'est alors qu'apparaissent les vedettes, les machines Ginaka. Une vraie légende industrielle. Inventées par l'ingénieur Henry Ginaka en 1913 pour James Dole, elles sont depuis le cœur de toute usine d'ananas en conserve. Les versions modernes utilisées par Del Monte à Bugeaud traitent chacune 100 ananas par minute. Le fruit entre entier d'un côté, se centre tout seul, et un cylindre de couteau affûté descend sur lui. En moins de 2 secondes, la Ginaka arrache l'écorce, coupe les bouts, retire le cœur dur et laisse un cylindre parfait de chair jaune. Derrière chaque machine, un opérateur en blanc, casque et masque, veille à ce qu'aucun fruit ne se coince. Les cylindres passent aux trancheuses, qui les coupent en anneaux d'1 centimètre ou en morceaux triangulaires pour les boîtes mixtes. L'écorce et le cœur ne sont pas jetés. On en extrait du jus et une usine voisine les transforme en biogaz pour l'usine même. Vient maintenant le remplissage. Les tranches arrivent aux boîtes vides, fabriquées sur place sur une ligne annexe de Del Monte qui produit ses propres emballages en fer blanc. Des bras mécaniques placent entre 6 et 10 anneaux dans chaque boîte. Aussitôt, une buse injecte le sirop chaud, eau, sucre et jus naturel d'ananas à environ 80 degrés. La température n'est pas un hasard. Le sirop chaud chasse l'air à l'intérieur et, en refroidissant, crée un petit vide essentiel à la conservation. Juste après, une machine ferme le couvercle métallique d'un double pli hermétique, opération appelée sertissage. La vitesse ici est brutale. Les lignes les plus rapides de Bugeaud scellent plus de 600 boîtes par minute. Chaque boîte reçoit un code laser avec le lot, la date et l'usine d'origine. De ces lignes sortent plus d'1 milliard de boîtes par an, selon les chiffres publics de Del Monte Pacific. Mais une boîte fermée n'est pas encore une conserve. Pour qu'elle voyage des milliers de kilomètres sans s'abîmer, il faut tuer tout micro-organisme resté à l'intérieur. C'est ici qu'interviennent les autoclaves. Des cylindres d'acier de la taille d'un camion qui avalent des centaines de boîtes à la fois. Les boîtes sont chargées dans des paniers métalliques et entrent dans l'autoclave. La porte se ferme avec un mécanisme proche de celui d'un sous-marin. À l'intérieur, la vapeur sous pression monte à 121 degrés Celsius et y reste environ 30 minutes. À cette température, aucune bactérie, aucun champignon, aucune spore ne survit, pas même le redoutable Clostridium botulinum. Sans cette étape, les boîtes gonfleraient et pourriraient en semaines. À la sortie, on les refroidit à la douche d'eau pour stopper la cuisson. Et un scanner à rayon X vérifie chacune, sans fragments métalliques ni défaut de scellage. Si une seule boîte échoue, tout le plateau part au rebut. Quand la boîte passe tous les contrôles, vient l'emballage. Des tapis mécaniques enveloppent chaque boîte d'une étiquette imprimée selon le marché, anglais, arabe ou espagnol. Les boîtes sont regroupées en cartons de 12 ou 24 unités, les cartons en palettes, et les palettes partent dans des conteneurs maritimes au port de Cagayan de Oro. Del Monte Pacific exporte de l'ananas dans plus de 40 pays et réalise plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Son grand rival est Dole, l'autre entreprise fondée à Hawaï, qui exploite aussi des plantations aux Philippines et en Thaïlande. Les Philippines sont aujourd'hui le 2e producteur de la planète, juste derrière le Costa Rica, avec 2,7 millions de tonnes par an. Et une bonne partie sort d'un seul endroit. C'est 26 000 hectares à Bukidnon, où la terre volcanique nourrit la moitié du monde en tranches dorées. La prochaine fois que tu ouvres une boîte d'ananas au sirop, pense un instant à tout ce qu'il y a dedans. 18 mois d'attente pour qu'une couronne verte donne un fruit. Une équipe qui marche sous le soleil derrière un bras de 19 mètres. Une Ginaka qui pèle ton fruit en 2 secondes. Un autoclave qui le stérilise à 121 degrés. Et un conteneur qui traverse le Pacifique pour arriver sur l'étagère de ton supermarché.
Tout ça pour moins de 2 € la boîte. Dis-moi en commentaire, combien de boîtes d'ananas as-tu en ce moment dans ta cuisine? Et puisqu'on parle des Philippines, ne rate pas la prochaine vidéo de la chaîne. On entre dans une autre usine monstrueuse, celle qui produit 70 000 tonnes de lait de coco par an et fournit presque tous les restaurants asiatiques de la planète. Si ce parcours chez Del Monte t'a plu, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on ouvre une nouvelle méga fabrique du monde. Un matériau souple à partir de pierre. Eh oui. Chaque année, des millions de mètres cubes de laine de roche sont produits dans le monde. Mais lorsqu'on la découvre en magasin, elle semble presque inoffensive. Des panneaux jaunâtres légers, des rouleaux, des nattes fibreuses et souples. Ce n'est qu'en visitant l'usine qu'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple isolant de rayon, mais d'un matériau qui naît presque comme une roche volcanique après une éruption. Je me suis rendu là où la pierre se transforme en une masse aérienne, composée de milliards de fibres fines, capables de contenir le froid, le feu et le bruit. Dans ce type de production, tout commence non pas avec un matériau souple, mais avec de la pierre dure, lourde et brute. La laine de roche prend généralement naissance dans le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales. Ce sont des morceaux noirs ou gris d'apparence banale, qui évoquent davantage du gravier routier qu'un futur isolant thermique pour la maison. Tout débute loin de l'usine, dans les carrières, où le basalte, le diabase, la dolomite et d'autres roches minérales sont littéralement découpées de la terre par couches gigantesques. Quand j'arrive sur un tel site, je ne découvre pas un simple trou dans le sol, mais un véritable amphithéâtre de pierre, avec ses terrasses, sur lesquelles rampent lentement d'énormes camions-bennes de plusieurs tonnes. Ici, rien de doux ni de délicat. C'est une étape rude, difficile, où tout commence par des explosions, des foreuses et de la mécanique pure. D'abord, les géologues repèrent les zones où la composition de la roche convient, car pour la laine de roche, ce n'est pas seulement la dureté de la pierre qui compte, mais aussi son équilibre minéral. Ensuite, on fore des puits profonds dans le massif, dans lesquels on place les charges. Après une explosion contrôlée, des pans entiers de roche se fissurent et s'effondrent en énormes blocs. Et c'est précisément à ce moment-là que la carrière s'anime. Des excavatrices au godet de la taille d'une pièce commencent à charger les débris dans des tombereaux. La pierre est ensuite acheminée vers le concassage primaire. Les gros morceaux, qui faisaient encore partie de la paroi rocheuse il y a peu, passent dans de gigantesques concasseurs à mâchoires, où ils sont broyés en fractions plus maniables. Le matériau est alors trié, les éléments indésirables sont séparés, et l'ensemble est préparé pour le transport vers l'usine. Autrement dit, avant même que la pierre ne devienne une masse fibreuse et souple, elle parcourt un chemin très rude et spectaculaire. De la roche massive à la matière minérale, contrôlée dont naîtra la laine de roche. Les camions les acheminent à l'usine, les déversent dans de grands silos, puis les alimentent dans le système de broyage. Là, la pierre est concassée, triée et mélangée dans les bonnes proportions. À ce stade, la production ressemble encore presque à une carrière, mais par la suite, tout devient beaucoup plus fascinant. Après préparation, la matière première est introduite dans le four de fusion. Et c'est là que commence ce pourquoi j'adore ce type d'usine. La température à l'intérieur du four grimpe jusqu'à environ 1500 degrés Celsius. La pierre, encore dure et froide il y a peu, commence à perdre sa forme, à s'affaisser, puis se transforme en une masse épaisse et incandescente. On dirait que quelqu'un a appris à une montagne à couler. Le flot de matière minérale liquide irradie d'une lumière orange vif et évoque la lave, non pas dans le cratère d'un volcan, mais au cœur industriel de l'usine. Et voici mon moment préféré de tout le processus, la formation des fibres. Car la laine de roche n'est ni découpée dans un bloc, ni pressée à partir de poussière, ni soufflée comme de la mousse. Elle est littéralement étirée à partir de la pierre fondue.
La masse liquide est dirigée vers des centrifugeuses ou des disques tournant à haute vitesse qui vrombissent à une cadence vertigineuse. Lorsque les gouttes de roche en fusion atteignent ces éléments rotatifs, elles sont instantanément projetées dans toutes les directions et étirées en filaments fins. Cela ressemble beaucoup à la fabrication de barbe à papa, sauf qu'ici, au lieu de sucre, c'est de la pierre. Et au lieu d'une machine foraine, c'est un équipement industriel fonctionnant à des températures où le métal commence à rougeoyer. Tout autour règne un air brûlant, le rugissement des turbines et la sensation d'être à l'intérieur d'un moteur géant. Les fibres volent dans l'air en nuages, tandis que de puissants flux d'air les saisissent et les dirigent vers la chambre de formage. C'est là que naît ce fameux tapis minéral duveteux, qui deviendra ensuite des panneaux pour l'isolation des toitures, des façades et des cloisons. Mais pour l'instant, c'est encore une masse très instable, molle, chaotique, presque comme une pelote de toile d'araignée minérale brûlante. Pour que ce nuage fibreux se transforme en véritable matériau de construction, on y ajoute des liants. Ils sont pulvérisés de manière très uniforme, recouvrant les fibres d'une fine couche. Tout cela vient ensuite se déposer sur un tapis roulant sous la forme d'un épais matelas fibreux. Et c'est là que je peux littéralement voir le futur isolant prendre forme. Au début, il est gonflé et volumineux, semblable à un nuage minéral, mais il passe ensuite sous un système de rouleaux et de cadres de calibrage qui lui donne son épaisseur exacte. Après cela, le matériau est envoyé dans un four de polymérisation. Ce n'est ni une fusion, ni un séchage au sens domestique du terme. C'est ici que se fixe la structure interne. Sous l'effet de la température, les composants liants durcissent et le matelas fibreux acquiert une forme stable. Si jusqu'à ce moment la laine de roche ressemblait à une masse duveteuse, après le four elle se comporte déjà comme un produit industriel fini. On peut la découper, la presser, la transporter et la monter sur les chantiers. C'est un vrai plaisir de voir comment le matériau passe d'une masse informe à une géométrie très précise. Après le traitement thermique, d'immenses panneaux se déplacent sur la ligne de découpe. Des couteaux et scies automatiques les découpent au format standard avec une précision millimétrique. C'est là que débute une toute autre esthétique. Plus de feu ni de fusion, place à l'ingénierie pure. Les panneaux sont nivelés, emballés, compressés pour le transport, enveloppés de films plastiques et expédiés. Et tout cela à une cadence telle qu'on peine à suivre du regard le passage d'une étape à l'autre. Ce qui me fascine particulièrement avec la laine de roche, c'est qu'elle ressemble à quelque chose de léger et doux, alors qu'elle provient en réalité de roches volcaniques fondues. Il y a là un paradoxe industriel. L'un des matériaux de construction les plus doux au toucher naît dans l'un des environnements les plus brutaux qu'on puisse imaginer dans une usine. Chaleur intense, poussière, vibrations, vacarme, centrifugeuse, four, convoyeur, et au final, un matériau qui s'effacera ensuite tranquillement derrière une plaque de plâtre ou une façade pour accomplir son travail en silence pendant des décennies. Et il y a encore un aspect qui se ressent vraiment sur le site de production. La laine de roche n'est pas seulement appréciée pour son isolation thermique. Elle atténue également très bien le son et joue un rôle crucial pour la sécurité incendie. Car contrairement à de nombreux isolants polymères, elle est fabriquée à partir de minéraux qui ont déjà subi une chaleur extrême à l'usine. Cela signifie que dans une vraie maison ou un bâtiment industriel, elle agit non seulement contre le froid, mais aussi comme barrière contre le feu. Difficile de croire qu'il y a quelques minutes à peine, c'était une masse rocheuse liquide, semblable à de la lave. Et c'est précisément là tout l'intérêt de ce genre de visite. On se met à regarder les choses ordinaires autrement. Car après une telle usine, la laine de roche ne ressemble plus à un truc pour les travaux. Elle ressemble à un produit d'ingénierie très sérieux,
qui a traversé le feu, les centrifugeuses et des dizaines de machines, pour ensuite rester discrètement dans un mur et vous préserver la chaleur en hiver. Chaque année, on crée dans le monde des matériaux qui semblent fragiles, mais arrêtent les balles, supportent des températures infernales et survivent à l'espace. Et le plus redoutable d'entre eux est né sous forme de tasse à thé. Comment se fait-il que la fine porcelaine chinoise, issue de la secrète capitale de la céramique, se soit transformée en blindage pour soldats et en cœur de réacteurs d'avion? Pourquoi cette substance qui se brise en tombant pulvérise-t-elle une balle en 1 milliseconde? Il existe un mécanisme caché dont on ne parle ni dans les musées ni dans les boutiques. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez une vérité surprenante sur la céramique qui transforme les guerres, l'aviation et la notion même de résistance. D'abord, la porcelaine chinoise traditionnelle, reine de Jingdezhen, capitale de la céramique. L'argile y est particulière, du kaolin, pur aluminosilicate des montagnes, sans fer pour éviter le jaunissement. On la prélève, on la pulvérise, on la mélange au feldspath et à la roche argileuse. Le mélange, 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, est broyé dans l'eau jusqu'à consistance crémeuse, filtré, pressé dans des moules. Les pièces glacées sèchent pendant des semaines car l'épaisseur doit rester inférieure à 5 mm, sans quoi elles se fissurent. Première cuisson à 870 degrés. Le biscuit, poreux comme du pain. Puis la glaçure, mélange de feldspath, de quartz, d'ocre, qu'on applique avant une deuxième cuisson à 1700 degrés dans des fours à bois pendant 12 heures. Le feu rugit, la température monte lentement, le quartz fond, comble les pores. La glaçure vitreuse étincelle comme un diamant. Le service obtenu est fin, translucide, teinte comme du cristal, résiste à l'eau bouillante 100 ans sans fissure. Les Chinois gardèrent le secret 1000 ans. Les Européens l'imitèrent à Meissen en 1710, mais sans kaolin pur, le résultat était grisâtre. Aujourd'hui, Jingdezhen produit 500 000 tonnes par an, exportées vers 100 pays. Mais la porcelaine, c'est pour les tasses. La céramique technique, elle, sert au combat et à l'espace. La recette de base est similaire, mais les additifs changent tout. Blindage, carbure de silicium ou carbure de bore. Argile, plus silicium, plus carbone. Compression à 30 000 psi. Cuisson à 2538 degrés dans des fours sous vide. Résultat, des plaques de moins de 10 mm d'épaisseur. Dureté 9,5 sur l'échelle de Mohs. Densité 2,5 g par centimètre cube, 2 fois plus légère que l'acier. Les balles sont stoppées ainsi. À l'impact, la céramique pulvérise le projectile en poussière. L'énergie est absorbée par un renfort composite en Kevlar ou en polyéthylène. Dans les gilets par balles, ESAPI, 6 kg de céramique encaissent près de 8 mm à 853 mètres. Dispersion du projectile à l'échelle du micron. L'armée américaine achète 2 millions de plaques par an, 300 $ pièce, mais ça sauve des vies. Pour les moteurs, céramique à base de zircone ou nitrure de silicium. Voici la turbine d'un turboréacteur. Gaz à 1640 degrés Celsius, aube tournant à 50 000 tours par minute. Le métal fond, pas la céramique, conductivité thermique 2 fois moindre, oxydation minimale. Fabrication. Poudre de zirconium stabilisée à l'yttrium, granulée, pressée, fritée à haute température avec 30% de retrait. On obtient un monolithe sans joint. Dans certains moteurs, les aubes céramiques pèsent 30% de moins, durent plus longtemps.
La NASA teste pour l'espace. Ça supporte 500 cycles de refroidissement et de réchauffement. Ou le carbure de silicium pour les pompes. Résistance totale à la corrosion dans les acides. Usure 50 fois moindre que l'acier. Le secret réside dans la transition de phase. Lors de la cuisson, l'argile se déshydrate. Les fondants fondent et lient les cristaux en une matrice. Les additifs. Oxyde d'aluminium pour la dureté, magnésium pour la plasticité. L'impression 3D permet désormais de créer des formes complexes, pour les prothèses ou la protection thermique de SpaceX. Inconvénient, la fragilité. Ça tombe, ça casse. Mais le renfort par fibre agit comme un composite verre plastique. La Chine domine, 70% du kaolin mondial, 10 milliards de dollars d'exportation. En Europe, Ceramtech, Kyocera. Un fait marquant, la première ceinture de mitrailleuse en céramique des années 40 arrêtait près de 13 mm, mais trop lourde. Aujourd'hui, des boucliers ultra légers. La céramique pour blindage et moteur n'est pas l'invention d'un génie solitaire. C'est une évolution des guerres jusqu'à l'espace. Tout commence en 1918. Le major britannique Neville Monroe Hopkins remarque que l'acier recouvert d'une fine couche d'émail, autrement dit de céramique primitive, arrête mieux les balles que le métal nu. Testé pendant la Première Guerre mondiale, une révolution, car la céramique brise le projectile au lieu de le laisser passer. La véritable percée a lieu en 1936. Richard Cook, de Goodyear Aerospace, brevette le blindage céramique moderne, plaque d'oxyde d'aluminium ou mosaïque de carreaux sur fibre de verre de rond. Le principe est simple. La céramique dure pulvérise la balle. L'énergie est absorbée par le support. Au Vietnam, en 1965, on l'attribue aux pilotes d'hélicoptères. Première utilisation au combat contre les armes légères. L'armée américaine a évolué vers l'ESAPI. Le carbure de bord, 2 fois plus léger que l'acier. La céramique sauve des vies. Plus d'1 million de plaques sont vendues chaque année dans le monde. Chacune en carbure de silicium ou de bore. 6 kg dans un gilet. La balle frappe, la céramique se fissure, mais le Kevlar absorbe l'énergie, le soldat survit. Et si je vous disais que le saphir est aussi une céramique? Du saphir synthétique, certes. Une fine poudre d'oxyde d'aluminium, la même que dans le corindon avec lequel on polit les diamants. On en fabrique du saphir artificiel, pas un joyau, mais un verre ultra résistant pour les viseurs et les blindages. Le procédé? Comme cuire un biscuit d'une dureté extrême à des températures infernales. D'abord, on tamise la poudre pure. On y ajoute 0,1% de magnésie pour la stabilité. Ensuite, l'essentiel, la méthode Kyropoulos ou Xokralski. On verse la poudre dans une nacelle de platine. On fait le vide. On chauffe jusqu'à 2050 degrés dans un four à éléments de molybdène. La température monte lentement, de 3 à 5 jours, jusqu'à ce que tout se transforme en lave translucide. Par le haut, on descend une graine, une tige monocristalline de saphir. On retire la graine très lentement, 1 ou 2 mm à l'heure seulement, en la faisant tourner comme une barbe à papa. Le bain fondu cristallise autour. Un cylindre se forme. On refroidit pendant 2 semaines, pour éviter qu'il ne se fissure sous le choc thermique. Le boule obtenu est transparent comme de l'eau, dureté 9 sur l'échelle de Mohs, résistance de 400 cassis en compression. On découpe au laser ou au disque diamanté, en plaques destinées aux viseurs de vision nocturne. Dans le M1 Abrams, les lentilles de saphir des viseurs résistent à 648 degrés lors d'une explosion. Chaque année dans le monde, des millions de personnes tiennent entre leurs mains des objets d'un blanc immaculé, sans se douter qu'ils ont commencé leur existence sous forme de simple terre. Mais que diriez-vous si je vous révélais que cette terre fut pendant des siècles
Un secret stratégique, payé au prix de l'or et convoité par les espions. Comment une argile discrète a-t-elle pu conquérir la Chine impériale, transformer l'Europe et se retrouver aujourd'hui dans le papier, les médicaments et les cosmétiques que vous utilisez au quotidien? Il existe une étape méconnue, presque jamais évoquée, qui détermine si l'argile deviendra d'un blanc inestimable ou restera une simple roche. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret que, pendant des décennies, même les usines ont gardé dans l'ombre. L'histoire de l'utilisation du kaolin et de l'argile en général remonte à la nuit des temps et s'explique par les propriétés naturelles de ces matériaux. L'argile a toujours séduit l'homme par sa plasticité, sa blancheur et sa capacité à durcir lors de la cuisson, ce qui en faisait un matériau idéal pour la fabrication de poteries, de matériaux de construction et d'objets décoratifs dès l'Antiquité. Le kaolin, forme particulièrement pure d'argile, se distingue par sa haute teneur en aluminosilicate et sa teneur minimale en fer, qui lui confère sa couleur d'un blanc éclatant. En Europe comme en Chine, son usage s'est intensifié dès le Moyen Âge. En Chine, le kaolin est devenu la base de fabrication d'une porcelaine fine si précieuse qu'elle s'exportait sous forme d'objets de luxe dans le monde entier. Sa blancheur et sa texture délicate permettaient de réaliser des pièces vernissées et homogènes, sans équivalent parmi les autres matériaux. En Europe, dès le XVIIe siècle, le kaolin a commencé à être utilisé pour la fabrication de services en porcelaine. Puis, à l'échelle industrielle, il est devenu un composant clé pour l'industrie papetière et céramique. Concernant son utilisation moderne, la découverte des technologies de broyage, de sédimentation et de blanchiment chimique a permis de transformer le kaolin en une poudre fine d'une blancheur élevée et aux propriétés stables. Cela a rendu possible son emploi, non seulement dans la porcelaine, mais aussi comme charge et revêtement pour le papier, qui devenait ainsi glacé, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, où la pureté, la capacité d'absorption et l'innocuité du matériau sont essentielles. Chaque année, le marché mondial du kaolin fournit une quantité considérable de matières premières, extraites de carrières à ciel ouvert, situées dans des gisements à forte teneur en aluminosilicate. L'extraction commence par la préparation du site minier ou de la carrière, où l'on retire la couche superficielle du sol, le bois et les pierres. Puis l'on met à nu les gisements d'argile kaolinique, situés à une profondeur considérable. De puissantes excavatrices et des camions spécialisés transportent la matière première vers les sites industriels pour un premier nettoyage. À ce stade, on élimine les impuretés grossières, telles que les pierres et les inclusions organiques. Et l'argile est acheminée vers l'étape suivante de broyage mécanique. Après l'arrivée de la matière première à l'usine, on la divise d'abord en morceaux d'une taille pratique pour le traitement ultérieur. Les gros blocs sont retirés ou broyés à l'aide de concasseurs primaires, ce qui permet d'obtenir un matériau de taille moyenne, facilement acheminable vers les étapes suivantes du traitement. Cette phase est d'une importance capitale, car la granulométrie détermine l'efficacité du broyage ultérieur, de la sédimentation et de la purification chimique. Une attention particulière est portée au contrôle du flux de matières premières, afin d'éliminer la présence de grosses inclusions étrangères, telles que des pierres ou des fragments de matières organiques, susceptibles de s'y être introduits lors de l'extraction. L'étape suivante consiste en un broyage fin du kaolin, jusqu'à l'obtention d'un état poudreux, indispensable pour atteindre une homogénéité et une blancheur élevée. Pour ce faire, on utilise des broyeurs à boulets ou des concasseurs à disque, qui fonctionnent en plusieurs cycles successifs. Dans les broyeurs à boulets, des cylindres rotatifs contenant des billes métalliques ou céramiques réduisent l'argile à la fraction souhaitée, en assurant une répartition uniforme de la taille des particules. Les concasseurs à disque permettent un broyage et une fragmentation supplémentaire des particules,
tout en aidant à ameublir le matériau et à éliminer les grumeaux résiduels. Après cette étape, le kaolin se transforme en un matériau fin, presque poudreux, qui présente une structure homogène et une plasticité optimale pour les opérations technologiques suivantes. La poudre de kaolin préparée est dissoute dans l'eau, formant une suspension épaisse qui est dirigée vers l'étape de sédimentation. Dans des réservoirs spéciaux, sous l'action de la gravité, s'opère une séparation des particules selon leur densité. Les impuretés plus lourdes, telles que le sable, les petits cailloux ou les résidus métalliques, se déposent au fond du réservoir, formant un sédiment qui est périodiquement retiré pour être éliminé ou retraité. Les particules plus légères et pures de kaolin restent dans la couche supérieure, où elles sont collectées pour la phase de purification suivante. La sédimentation permet non seulement d'éliminer les impuretés mécaniques, mais aussi de préparer le matériau pour le traitement chimique, augmentant ainsi l'efficacité du blanchiment. Pour atteindre un degré élevé de blancheur et d'homogénéité, on a souvent recours au blanchiment chimique. Cette opération utilise de petites quantités de réactifs chimiques sûrs, notamment des peroxydes ou des acides faibles, qui permettent d'éliminer les impuretés colorées résiduelles, le fer, les matières organiques et autres composés susceptibles d'affecter la couleur et la transparence du produit final. Le blanchiment chimique s'effectue sous contrôle de la température, du temps et de la concentration des réactifs, afin d'assurer une efficacité maximale tout en préservant la structure des particules de kaolin. Après cette opération, la suspension argileuse subit à nouveau une sédimentation pour séparer les réactifs et les impuretés formées durant le blanchiment, puis le matériau est lavé à l'eau pure, éliminant les résidus de réactifs et renforçant la sécurité du produit pour son utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Le kaolin est ensuite séché et tamisé afin d'obtenir une poudre homogène de granulométrie définie. La sélection de la taille des particules revêt une importance capitale. Les fractions fines confèrent au papier brillance et lissé, tandis que les particules plus grossières sont utilisées dans la fabrication de la porcelaine pour améliorer la plasticité de la pâte. Le contrôle technologique à chaque étape comprend la mesure de la couleur, de la densité, du taux d'humidité et de la composition chimique, ce qui permet d'assurer une qualité constante du produit. Les principaux domaines d'application du kaolin témoignent de sa polyvalence. Dans l'industrie papetière, il sert de charge et de couche de surface, garantissant une blancheur éclatante et une meilleure reproduction des images imprimées. Dans l'industrie céramique, le kaolin constitue un composant essentiel des pâtes à porcelaine où il assure blancheur, solidité et plasticité des pièces. Dans l'industrie pharmaceutique et en médecine, le kaolin est utilisé comme absorbant et excipient dans les comprimés, les antacides et les traitements gastro-intestinaux, ainsi qu'en cosmétique pour les masques et les produits nettoyants, grâce à sa capacité à absorber l'excès de sébum et à purifier la peau. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran.
tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales. Et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de 1000 feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur. Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant.
C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés sur 1 heure afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure, la surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran, et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout ce qu'on tente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche.